Est-ce qu'on peut être sophrologue et être de temps en temps stressé, en colère, manquer de patience, être énervé? Est-ce qu'on est quand même crédible si on est sophrologue et qu'on passe par ces états-là? C'est un sujet qui revient souvent sur Instagram, notamment je vois de temps en temps des posts de sophrologues qui parlent de ça, en général avec beaucoup d'humour, et qui disent que depuis qu'ils sont devenus sophrologues, c'est pas rare que l'entourage fasse des petites remarques du genre maintenant tu dois gérer ton stress parfaitement, maintenant tu es serein, tu dois jamais t'énerver, etc. Et tous ces sophrologues là répondent que non, hein, c'est pas parce qu'on est devenu sophrologue que nécessairement on est devenu zen et qu'on n'est pas en proie à des états d'âme, à des hauts et des bas comme tout le monde. Ce avec quoi je suis entièrement d'accord. Évidemment que quand on devient sophrologue, on vit, la vie continue d'arriver pour nous comme pour tout le monde, hein, avec ses hauts et ses bas, avec ses événements parfois qu'on ne peut pas maîtriser. Et évidemment, on est stressé, on a peur, on est anxieux, on perd patience, on se met en colère. Mais il y a quand même un mais, sinon la vidéo durerait 30 secondes. Je pense que quand même, dans certains métiers, et le nôtre en fait partie, même si, voilà, je suis d'accord avec ça, je pense que pour être crédible, il faut quand même un minimum incarner une certaine image de son métier. Je vous donne quelques exemples. Imaginez que, je ne sais pas, quel effet ça vous ferait si vous alliez chez un dentiste. Le dentiste, il ouvre la porte du cabinet et vous vous rendez compte que, je sais pas, sa bouche, et voilà, il a des dents qui sont sales, qui sont jaunes, il a une très mauvaise haleine. Enfin, est-ce que vous avez, même si on n'est pas dans le jugement, on ne sait pas ce qui s'est passé dans la vie de cette personne, pourquoi, voilà. Même si on n'a pas envie de juger, est-ce que vous avez vraiment envie de confier votre bouche à cette personne-là? Est-ce que ça lui enlève pas une certaine crédibilité? Je pense que oui. Personnellement, je pense que j'aurais du mal. Même chose si vous allez voir un coiffeur. Alors, je dis pas que les coiffeurs doivent avoir une coiffure ou une chevelure parfaite. C'est pas ça. D'ailleurs, je réfléchissais à celui qui avait été mon coiffeur depuis maintenant 14 ans, qui était chauve. Donc ça montre bien que j'ai quand même une certaine ouverture d'esprit. Mais voilà, sans exiger une chevelure parfaite, c'est pas ça. Mais est-ce que vous avez envie de donner votre chevelure à quelqu'un qui a les cheveux totalement très mal coupés? Alors je parle même pas des goûts et des couleurs, hein, parce que ça appartient à chacun, mais des cheveux qui sont très abîmés, qui sont secs, voilà. Ça transmet pas énormément de confiance. Et je pense que chez nous, sophrologues, il peut y avoir un peu de ça aussi. Et là, on revient donc à la notion, à une autre discussion aussi qu'on a de temps en temps entre sophrologues, qui est: est-ce que c'est important, est-ce que c'est indispensable ou pas d'avoir fait un travail sur soi? Est-ce que c'est possible même de devenir sophrologue, de devenir accompagnant, sans avoir fait au préalable un travail sur soi? Pour moi, la réponse est non. Enfin, est-ce qu'on peut devenir sophrologue? Oui. Clairement, on peut aller se former à la sophrologie sans jamais avoir fait un travail sur soi. On apprend les techniques sophrologiques, on apprend à exercer le métier et on peut appliquer ce qu'on a appris sur d'autres personnes. Donc, techniquement, oui, c'est possible. Est-ce que ce sophrologue qui ne fait qu'appliquer des techniques sur d'autres personnes sera nécessairement un bon sophrologue? Sincèrement, je ne le pense pas. Je pense que un bon accompagnant, un bon thérapeute, un bon sophrologue est quelqu'un qui a déjà fait un certain travail sur lui. Alors je vais nuancer ce que je dis aussi, parce que peut-être que certains d'entre vous vont dire oui, mais j'ai pas fini. Mais sans vouloir vous décourager, le travail sur soi est le travail d'une vie. Hein. On va jamais réellement finir. C'est un peu comme l'histoire de l'oignon. Hein. Quand on enlève une couche, il y en a une autre en dessous. Donc voilà, c'est jamais forcément fini ce travail sur soi, mais il y a quand même un moment au bout de il y a pas une formule magique, hein, au bout de 3 mois, de 3 ans, de 30 ans, voilà, ça dépend pour chacun, mais il y a quand même un moment où on se sent mieux, on sent qu'on a passé un palier, on sent qu'on a passé une étape.
On sent qu'on n'est plus cette même personne, on n'a plus autant d'insécurité, on n'a plus un si grand manque de confiance, on n'a plus les mêmes choses qui nous font peur comme dans le passé. Donc on sent quand même qu'il y a des paliers qui sont franchis quand on fait un travail sur soi. C'est quoi un travail sur soi et pourquoi il fait de nous des meilleurs thérapeutes? Je vais vous expliquer mon point de vue. Le travail sur soi, est-ce que c'est nécessairement faire des séances de sophrologie? Pas forcément, même si je pense que faire des séances de sophrologie quand on est sophrologue est aussi quelque chose d'essentiel. Mais je vais en parler dans une autre vidéo parce que voilà, ça va au-delà du travail sur soi pour moi. Mais ça peut, ça peut aussi faire partie du travail sur soi, faire des séances de sophrologie pour soi. Moi, personnellement, j'ai fait des séances de sophrologie sur moi, mais pas que. J'ai fait aussi une psychothérapie pendant plusieurs années. J'ai fait un petit peu d'hypnose, j'ai fait plein de choses. Donc, encore une fois, il n'y a pas une formule qui conviendrait à tout le monde. Le travail sur soi, c'est se servir de différents outils qui existent. Ça peut même être un travail qu'on fait seul, même si je crois beaucoup que la présence de quelqu'un est quand même assez essentiel, mais moi, si je pense à tous les livres que j'ai lus et les lectures que j'ai faites et même des formations que j'ai pu faire par la suite et qui m'ont tellement fait prendre conscience de tellement de choses. Donc, je pense que la lecture, certains livres que j'ai lus m'ont aussi aidé et ont aussi participé à ce travail sur soi. C'est important, à mon sens, de faire ce travail sur soi avant d'accompagner quelqu'un d'autre. Parce que quand on fait un travail sur soi, on va à la découverte de soi. Et on découvre justement qui on est, quelles sont les émotions qui sont les plus présentes chez nous, peut-être selon le type de thérapie que vous allez faire, pourquoi, quels sont les événements de votre vie qui ont fait que vous êtes devenu celle ou celui que vous êtes devenu. C'est pas obligé de comprendre d'où ça vient. Moi, c'est ce que j'ai fait. Mais en tout cas, qu'on comprenne d'où ça vient ou qu'on comprenne pas d'où ça vient, le fait est que on arrive plus facilement à comprendre qui on est, quelles sont les situations qui vont nous déclencher des réactions, des émotions. On arrive à prendre un peu plus de recul justement sur ces réactions, sur ces émotions. Et à mon sens, on arrive, et là c'est un sacré palier quand on arrive à ça, un sacré palier de franchi, c'est quand on arrive à comprendre qu'on est responsable de notre vie, qu'on est responsable des choix qu'on fait. Alors certes, il y a des personnes autour de nous dont le comportement et les dires et on peut pas maîtriser, mais on peut faire des choix. On est responsable de ce qui se passe dans notre vie. Et ça, c'est quelque chose qui change totalement l'accompagnement, change totalement votre écoute, change totalement votre regard sur les personnes. Je vais vous donner un exemple justement de une personne que j'ai trouvée sur un réseau social, comme ça, totalement par hasard, en regardant les hashtags. Et je suis tombée sur une personne dont le profil j'ai trouvé absolument génial dans un premier temps et pas du tout dans un second temps. Pourquoi? Parce que quand j'ai vu son profil, je me suis rendu compte que c'était quelqu'un qui était très spécialisé et ça m'a beaucoup plu de voir ça parce que très souvent les thérapeutes ont beaucoup de mal avec la spécialisation. On en a parlé si vous avez regardé mes vidéos avec l'agence Elona. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est assez indispensable de spécialiser sa communication pour pouvoir sortir un petit peu du lot. Et cette personne avait une super spécialisation qui était l'accompagnement des femmes divorcées. J'ai trouvé ça super intéressant. Je me suis dit, c'est osé, c'est intéressant d'être aussi spécialisé que ça. Je suis sûre qu'il y a plein de femmes divorcées, qui ont besoin d'aide, qui ont besoin d'être accompagnées pour traverser cette période difficile. Moi aussi, je suis une femme divorcée, bien que je n'ai absolument jamais eu besoin d'être accompagnée là-dessus. Je n'ai absolument jamais vécu ça comme un échec, mais bon, ça c'est autre histoire. Mais je me suis dit, tiens, je vais regarder ce qu'elle fait, je trouve ça super intéressant. Et quand j'ai commencé à regarder les différents posts de cette personne, je me suis rendu compte que justement, elle avait zéro recul sur... Alors évidemment, elle est une femme divorcée elle-même, ce qui est intéressant, ça donne ce côté je suis passée par là et je peux vous aider, je peux vous accompagner, ok. Sauf que clairement, elle avait pris aucun recul sur la situation. C'est quelqu'un qui était encore beaucoup dans une blessure très ouverte. Dans les différents posts, elle parlait
de l'ex-mari. Alors c'est normal, c'est pas qu'elle racontait sa vie privée nécessairement, mais c'est normal que quand on communique avec un public spécifique, on parle un petit peu des différentes problématiques et des différentes situations que ce public peut retrouver. Donc elle parlait par exemple de l'ex-mari comme étant toujours cette personne ignoble, atroce, qui est totalement le responsable de la situation dans laquelle elle se trouve aujourd'hui. Si aujourd'hui elle est triste et que ça va pas dans sa vie, c'est à cause de cette personne ignoble qu'est son ex-mari. Elle parlait aussi du ah bah tiens, t'as passé tout ton week-end seul parce que les enfants sont chez le père et ils ont passé le week-end avec la nouvelle insulte en faisant référence à la nouvelle copine du père. Donc ce profil dégoulinait de manque de recul, de manque d'apaisement, le deuil n'était absolument pas fait. Cette personne était tout simplement en train d'exposer ses blessures. Elle propose d'accompagner d'autres femmes qui sont dans la même situation. Moi, personnellement, je serais à la recherche, je serais en train de vivre un divorce difficilement, je serais à la recherche de quelqu'un pour m'accompagner. Dans un premier temps, je dirais génial, j'ai trouvé la bonne personne. Et dans un second temps, je partirais en courant parce que jamais de la vie, j'ai envie d'être accompagnée par une personne qui est à fond dans ses blessures. Mais malheureusement, je suis pas sûre que tout le monde qui va tomber sur ce poste sur ce profil plutôt, aura le recul pour se dire ça. Je crains que cette personne-là attire quand même des clients. Enfin, c'est pas que je ne lui souhaite pas d'attirer des clients, bien au contraire. Hein. Je lui souhaite d'avoir plein de clients et d'avoir plein de bonheur dans sa vie. Mais je crains qu'elle n'attire des clients et toutes les deux, elles vont rester dans cette boucle de c'est de leur faute, c'est de la faute à l'ex-mari, c'est de la faute à la nouvelle copine, c'est le monde nous en veut, on est des victimes, etc. Voilà, pour moi, je vois pas. Cette personne, elle est totalement dans la projection de sa propre histoire. Elle a aucun recul sur sa propre histoire. C'est probablement quelqu'un qui n'a jamais travaillé sur elle, ou si elle a travaillé, en tout cas, sur cette question-là précisément, il y a encore à avancer énormément avant de pouvoir accompagner quelqu'un. Donc c'est juste un exemple, une illustration de ce que ça peut donner d'aller vouloir accompagner des gens sans bien se connaître, sans savoir qui on est. On accompagne les autres et on projette sur les autres nos propres blessures, nos propres douleurs, notre propre vision de vie, de la vie, parce que on se rend même pas compte que tout ça nous est propre. On se rend même pas compte que c'est nos filtres, que c'est notre vision du monde, que ça nous appartient, que c'est à cause de notre histoire, que ça n'a rien de universel, tout ce qu'on vit. Et ça, c'est à mon sens un des dangers de ne pas se connaître, de ne pas s'intérioriser et de penser qu'on peut accompagner les autres. Ça va être rarement quelque chose, c'est rarement quelque chose de neutre, hein, si on n'a pas fait un travail sur soi. Et on risque de devenir juste un simple exécutant. Hein, vous exécutez des exercices, vous allez exécuter des tâches, vous allez animer des exercices, vous allez créer des protocoles, sans nécessairement avoir l'écoute qu'il faut, sans nécessairement arriver à être dans une bonne posture thérapeutique, qui est quand même une posture où on est empathique et pas sympathique, sachant que la définition d'empathie, elle est pas claire pour tout le monde. D'ailleurs, je vais en parler dans une prochaine vidéo. Empathie, c'est pas souffrir avec les gens. Et il y a beaucoup de thérapeutes qui sont très très fiers de leur surempathie, alors que ça c'est pas du tout quelque chose de bon de souffrir avec les autres. La compassion, c'est pas l'empathie, mais bon, ça c'est pour un autre jour. Voilà, vous risquez de ne pas du tout être dans une posture thérapeutique adaptée, et la posture thérapeutique, elle est presque aussi importante que la sophrologie elle-même. Je n'ai pas pour prétention de vous convaincre de faire quoi que ce soit. J'aimerais plutôt que ça soit une prise de conscience de votre part, un besoin de votre part. Voilà, de toute façon, on va vers le travail sur soi en général quand on en ressent le besoin, et non pas parce que quelqu'un nous a dit qu'il fallait le faire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura quand même aidé à réfléchir et à cheminer un tout petit peu, et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo.